Salut! Alors, si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, un lien est en description pour accéder à la série de la playlist, qui est une série de vidéos qui parle de la grammaire visuelle du jeu vidéo en lien avec de la communication non verbale. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de la notion d'affordance, plus précisément en voyant des exemples en lien avec le jeu vidéo. Et dans cette vidéo-là, on va s'intéresser à la manière dont les game designers peuvent s'inspirer de l'architecture ou de décoration d'intérieur ou de paysagisme afin de transmettre des émotions ou de communiquer des intentions d'objectifs clairs pour le joueur juste en utilisant l'espace et sans forcément se concentrer à un niveau de détail plus élevé dans la modélisation des éléments, des props ou de la narration environnementale, juste en utilisant des outils simples comme pourrait le faire un architecte en créant une maquette. Une des notions qu'il est hyper importante de comprendre, c'est la notion d'abstraction. Donc Christophe Niemann, qui est un illustrateur qui a notamment travaillé sur les couvertures du Times, a fait une super conférence TED où il en parle, et il parle de le niveau de détail dans l'illustration. Et on peut, sur un même symbole ou un même élément représenté, aller plus ou moins vers un niveau de réalisme ou d'épuration. Et l'idée, c'est de trouver le bon niveau de détail pour pas que ce soit forcément choquant ou illisible. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans le graphisme, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut retrouver dans l'illustration ou le, la peinture ou ce genre de choses. Là, on est sur le blog non officiel de Hubert Paul Félix, qui est un décorateur, illustrateur de background à Disney, qui a notamment travaillé sur des Disney en 2 dimensions, sur Cusco, Lilo et Stitch, Tarzan, il en a fait plein. Donc c'est hyper intéressant de voir des croquis préparatoires et des layouts et des illustrations finies de, de décors sur les films Disney. Il a notamment travaillé sur Mulan, etc. Je vais volontairement passer les premières pages qui sont une présentation de son travail. Et ce qui est super sur ce blog, et je vais mettre le lien en description, c'est qu'il a partagé gratuitement des notes sur les fondamentaux de l'illustration et de la composition dans l'image. Donc on a les fondamentaux de la perspective à plusieurs points de fuite, ce genre de choses. Donc il faut bien se rendre compte que le travail d'un illustrateur, c'est de coucher sur un espace en 2 dimensions, un espace qui est lui-même en 3 dimensions, en intégrant mathématiquement de la perspective, de la composition d'image, de la mise en lumière, etc., etc. Mais c'est notamment cette page-là que je trouve très intéressante, parce que il montre que avant de faire une illustration très réaliste et finalisée, il se force à faire ce qu'il appelle des thumbnails, des illustrations vraiment petites, pour se concentrer sur l'essentiel dans ses compositions et voir si déjà avec des formes géométriques simples et un certain niveau de gris en utilisant 2 ou 3 tonalités maximum, l'image est déjà lisible. Et par exemple, on voit ici tout à fait un personnage dans une grotte ou un couloir avec un premier plan, un second plan, un arrière-plan et une composition, on va dire, un peu en diagonale avec un léger débulé, ce genre de choses. Et c'est très intéressant de voir que déjà, avec une forme d'abstraction et de simplification et de réduction du niveau de détail, on arrive à raconter quelque chose. Et il y a une introduction ici de ce dont je vais parler juste après, c'est que en fait, dans cette phase-là, on réfléchit avec des formes, des lignes et des valeurs. Et par exemple, il explique que des lignes courbes sont plutôt organiques, qui créent du mouvement, les diagonales vont créer du mouvement beaucoup plus
dynamiques, les verticales ou les horizontales vont représenter quelque chose de très calme ou stable, ce genre de choses. Je passe en plein écran pour faire une présentation propre et changer de page. On a un level designer qui travaille dans le jeu vidéo qui s'appelle David Oros, qui a publié sur son blog justement une sorte de récapitulatif de ce travail de graphisme à la manière de comment est-ce que l'on représente en 2 dimensions des intentions émotionnelles. Là, c'est basé sur le travail de Andrew Loomis, qui est un autre illustrateur qui est aussi très très bon en dessin, en illustration anatomique ou de visage assez réaliste. Mais du coup, c'est très intéressant de voir que juste en étant à un niveau extrêmement abstrait, on peut déjà créer quelque chose d'émotionnel, associé voilà, il y a une description à chaque fois. Dès qu'il y a des courbes, c'est plutôt quelque chose d'organique et de calme et rassurant. Euh, les triangles, ça peut être forme de stabilité ou bien d'action et de chaos, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il reprend ce fondamentaux en 2 dimensions et en l'extrapolant à la 3 dimensions. Et là, en fait, c'est l'approche inverse. C'est plutôt que d'être un illustrateur qui va représenter un espace réel 3D et de le comprimer en 2 dimensions. Là, c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'on utilise des outils comme Unity ou Unreal ou Maya ou autre pour créer virtuellement un espace en 3 dimensions. Et l'idée, c'est de extrapoler ces intentions de verticale, de perspective ou de formes géométriques extrêmement simples pour comprendre quelles sont, on va dire, la sémantique de chaque forme. Un peu comme si chaque forme était une lettre de l'alphabet qui, associées ensemble, pouvait créer des mots qui, ensuite, composés ensemble dans un espace, pouvaient carrément créer un contexte, donc des sortes de paragraphes. Donc on peut, il y a vraiment une notion de grammaire et de vocabulaire qui n'est pas verbale, qui n'est pas écrite, mais qui est vraiment, c'est un dialogue en fait. C'est vraiment quelque chose qui peut être théorisé et compris. Donc là, c'est assez théorique, mais en fait, quand un joueur va parcourir un environnement, en fait, même si l'environnement est réaliste, les designers l'ont pensé de manière, en premier lieu, de manière très géométrique et simple. On appelle ça un layout ou une phase de blocking mesh. On va utiliser des formes géométriques simples, sans sans se concentrer sur le niveau de détail, la couleur ou la mise en lumière, juste d'un point de vue formel et de réfléchir à la composition de l'image. Et là, il explique pas à pas comment est-ce qu'il a repris le petit chaperon rouge et comment il a créé une histoire simplement visuellement en faisant une sorte d'illustration pas à pas où à la fin on se retrouve avec la maison de la grand-mère, le petit chaperon rouge qui vient dans la forêt avec beaucoup de formes rondes, rassurantes puisqu'on est justement a priori en sécurité dans la forêt. Mais à contrario, on peut aussi faire une illustration avec un chemin safe ou sécurisé au centre de l'image, des pics sur les côtés pour indiquer un danger potentiel et l'arrivée du grand méchant loup sur les bords, avec une limitation d'espace avec des falaises, tout en rappelant à la fin quelque chose d'assez organique en utilisant des lignes verticales pour les troncs d'arbres et des sphères pour ramener ce côté organique de la forêt. Donc là, on a un exemple qui était, on va dire, très abstrait, mais c'est quelque chose qui est vraiment utilisé dans le jeu vidéo. Donc là, on a un level designer qui travaille à Media Molecule, qui est la boîte à l'origine du jeu Dreams et Tiraway et Little Big Planet. Et il a fait une conférence très intéressante où il explique comment est-ce que lui, il réfléchit avec des blockings et comment est-ce qu'il va explorer l'espace afin d'offrir des libertés aux joueurs d'exploration tout en ayant un contrôle en dirigeant son regard vers des éléments intéressants en utilisant des lignes de force et un début de mise en lumière
et en utilisant des mouvements, des choses comme ça pour diriger le regard et inviter à l'exploration. C'est une façon de guider le joueur un peu comme le ferait un cinéaste en composant une image et en plaçant sa caméra pour raconter une narration. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que la caméra est contrôlée par le joueur. Donc le joueur a une liberté de déplacement et d'exploration, mais en fait, il y a une vraie invitation à l'exploration, en quelque sorte dirigée et contrôlée par le développeur, sauf que c'est pas forcé. C'est le joueur va l'expérimenter de manière intuitive et inconsciente, et il y a tout un tas de techniques pour donner l'impression au joueur que c'est lui qui découvre les solutions par lui-même afin de continuer son exploration. On a une conférence assez similaire par des level designers qui travaillent à Naughty Dog, donc notamment sur la série des Uncharted. Et là, il y a carrément une illustration d'un niveau fini où on voit tout à fait la phase de simplification qu'ils ont eu en amont avant de construire le visuel final. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'au départ c'est vraiment du block mesh, c'est quelque chose d'extrêmement simple et ils utilisent vraiment les mêmes types de, de vocabulaire visuel assez universel dans quel que soit le type de jeu et le type d'aventure qu'on essaye de recréer, avec notamment des formes un peu pointues, potentiellement source de danger pour le joueur, pour lui indiquer que le centre du chemin est plutôt une sécurité. Il y a des formes rondes qui indiquent des zones où on peut potentiellement se cacher d'une menace. Et il y avait la maison en arrière-plan plutôt stable et régulière qui est une source de sécurité et on pourrait peut-être se cacher s'il n'y a jamais une menace. Et en fond d'écran, on voit notamment un bloc mesh d'un niveau de Uncharted, donc on voit très clairement qu'avant la phase de polish et de texturing et de lighting, il y a vraiment cette notion de penser la géométrie avec euh, des géométries qui ont peu de polygones, qui sont vraiment des formes géométriques très simples, et ça raconte déjà quelque chose. Et enfin, je termine avec la conférence de Dan Cox, qui travaille maintenant à Blizzard, mais qui a avant travaillé à Capybara Games. Donc c'est quelqu'un qui a aussi bien travaillé sur du jeu indépendant. Il a aussi travaillé à Ubisoft sur Splinter Cell, et donc il a les deux types d'expériences, aussi bien comment est-ce qu'on peut créer une expérience narrative, on va dire artistique, et en respectant le point de vue d'un auteur, comme c'est souvent le cas dans les jeux indépendants, tout en ayant conscience les contraintes de production sur des, des entreprises beaucoup plus grandes. Et c'est une conférence où il parle des fondamentaux de la manière dont on peut créer des espaces afin de guider le joueur, et simplement en se concentrant sur la géométrie de l'espace et en s'inspirant de design intérieur et en jouant sur des contrastes de texture et de lumière, on peut déjà simplement se concentrer sur une géographie, une architecture pour raconter quelque chose. Et euh, il faut voir cette conférence, c'est passionnant en fait. Je vais mettre les liens en description. Euh, voilà, et de toute manière, c'est un sujet qui est tellement vaste. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller jeter un œil aux conférences que je viens de montrer. Elles sont très riches. Ils donnent notamment aussi des exemples dans le jeu Dishonored qui explore ça vraiment très très bien et qui utilise énormément d'outils à leur avantage en utilisant des gammes de couleurs et des différents types d'architecture afin de faire une vraie fusion entre les intentions de gameplay, les objectifs du joueur, tout en racontant une histoire et en créant un univers très cohérent. Et en fait, le but avec cette série de vidéos, c'est que là, je montre des conférences et des exemples et des recherches et trouvailles d'autres game designers. Mais l'idée, c'est d'aller
faire des sessions d'analyse de chapitres de jeux et de voir comment certains créateurs utilisent ces outils-là à leur manière pour communiquer des intentions propres à certains jeux. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des remarques, des choses que vous ne comprenez pas, ou voilà, ce genre de choses. Voilà, top, c'est tout pour le moment. Et puis je pense que dans les prochaines vidéos, on s'attaquera à des analyses de jeux qui, ouais, qui savent utiliser simplement, mais de manière assez maligne, ces notions-là. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine. Des bisous.